Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Savez-vous quel est le point commun entre le fer, le carbone et l'oxygène? Ce sont des éléments. D'où la question qui en découle, qu'est-ce qu'un élément? Un élément est un morceau de matière qui ne peut être morcelé. Ainsi, l'eau ne peut être un élément car elle est décomposable en deux gaz, l'oxygène et l'hydrogène, qui eux sont des éléments. À chaque élément correspond un numéro atomique. Ce numéro atomique permet d'identifier cet élément et de savoir à quelle famille il appartient. Il correspond au nombre de protons, qui sont des particules chargées positivement, qui sont contenues dans le noyau. En théorie, il correspond aussi au nombre d'électrons présents autour du noyau pour équilibrer l'atome. Aujourd'hui, il existe 118 éléments connus, dont les 26 derniers sont artificiels, c'est-à-dire qu'ils sont conçus en laboratoire. Les plus lourds, c'est-à-dire au-delà du numéro 110, le Darmstadtium, sont très instables. Leur durée de vie est inférieure à 30 secondes. Mais tous les éléments ne se ressemblent pas, il n'y a pas d'oxygène sous forme solide et de fer sous forme gazeuse. C'est un poil plus compliqué que ça. En fait, sur Terre, il n'y a pas les conditions nécessaires pour que ces éléments existent sous cette forme. Cela demanderait des pressions extrêmes ou quasi nulles, avec la bonne température en prime. Mais certains éléments se ressemblent par des caractéristiques physiques ou chimiques communes. Comme les métaux, quoi. Exactement. Les métaux sont une famille d'éléments. Mais il y a aussi les halogènes, les chalcogènes, les gaz rares, les lanthanides, les actinides et les métalloïdes. Seulement, les métaux sont répartis en plusieurs groupes. Il y a les métaux alcalins avec le lithium par exemple. Le calcium fait partie des alcalines terreux. Le fer est un métal de transition. Et enfin l'aluminium fait partie des autres métaux. Comment tous ces éléments sont-ils classés? Ils le sont selon leurs propriétés, dans un tableau qui a été établi par Dmitri Ivanovitch Mendeleïev en 1869. Bien qu'au départ il soit incomplet, il classe les éléments selon deux modalités. Les colonnes représenteront les groupes et les lignes les périodes. Ainsi, dans un même groupe, les éléments ont le même nombre d'électrons sur leur couche périphérique, ce qui permet d'avoir les mêmes propriétés physiques et chimiques. Ok, mais arrête-moi si je me trompe. La différence entre les gaz nobles et les autres éléments qui sont dits réactifs, c'est leur capacité à perdre ou gagner des électrons, c'est ça? Exactement. Ok, donc si je poursuis bien mon raisonnement, les éléments qui sont à gauche dans le tableau perdent facilement des électrons et ceux qui sont à droite en gagnent facilement. Et ça pour ressembler au gaz rare le plus proche, c'est bien ça? Tout à fait, tout est dit. Ok, mais c'est quoi la différence concrète entre un atome et un élément? Bonne question. On pourra ainsi faire le parallèle avec l'homme et l'humanité. En effet, nous sommes un tout globalement identique, mais avec quelques différences. Il y a des grands, des petits, des gros, des maigres. Et c'est pareil pour les atomes. Il y en a avec des électrons en plus, d'autres en moins. Certains ont un neutron en plus, d'autres en moins. C'est ce que l'on appelle respectivement des ions et des isotopes. Et ils mesurent 1/10 de millimètre et pèsent 1/100 milliardième de milliardième de gramme. Si mes souvenirs sont exacts pour l'hydrogène. C'est cela, oui. Tu te fous de ma gueule là? Non mais je te charrie, mais t'as raison effectivement. Et outre les électrons qui font un peu n'importe quoi autour du noyau dans les couches électroniques, la masse de l'atome est contenue dans le noyau. Ce dernier est composé de protons et de neutrons. Sauf que tu oublies de dire qu'ils ne forment qu'une partie mineure des particules subatomiques. Les scientifiques en comptent au moins 200 en plus de celles-ci et des électrons. Cependant, la plupart sont formés dans des conditions très précises et il n'existe qu'une fraction de seconde. Mais je me pose une question là, comment on a découvert des trucs aussi petits? Sheldon, toi l'honneur. La nuit tombe, c'est une chaude nuit d'été dans la Grèce antique. Non, en fait, je sais pas exactement comment ça s'est passé. Mais ça s'est bien passé en Grèce, au bord de la mer Égée vers moins 450 avant Jésus-Christ, avec Leucippe et son disciple Démocrite. Ils sont partis du constat que si on regardait une plage du haut d'une falaise, on ne distinguait pas les grains de sable qui la composaient. Alors que, si on se rapprochait, on commençait à les distinguer. C'est là qu'ils se sont aperçus du problème d'échelle. Ensuite, après des réflexions plus intenses, ils sont arrivés à la conclusion que si on prenait un objet, qu'on le coupait en deux, qu'on reprenait la moitié de cet objet, qu'on la recoupait en deux, et ainsi de suite, on arriverait alors à un moment où cet objet ne pourrait plus être coupé. D'où le terme de atome avec le A privatif. et tome qui veut dire sécable que l'on peut couper. Voilà. Sauf que cette théorie fut ignorée jusqu'au 19e siècle au profit de celle d'Aristote qui disait que la matière était composée de 4 éléments. L'eau, la terre, le feu, l'air.
Au XIXe siècle, la théorie de l'atome revint sur le devant de la scène avec Dalton. Non, pas celui-là, l'autre, Joseph Dalton. Voilà. Il décrira ainsi les atomes comme étant des biplènes qui peuvent se combiner tout en respectant l'addition des masses. C'est-à-dire par exemple qu'avec 2 grammes de dihydrogène et 1 gramme de dioxygène, on forme 3 grammes d'eau. Mais comment les scientifiques ont-ils montré ce qui lie les atomes entre eux, et tout le reste d'ailleurs avec les particules subatomiques et tout le tintouin? À la suite d'expériences généralement. Ainsi, en 1832, Michael Faraday émet l'hypothèse que les forces qui lient les atomes sont d'origine électrique. Entre 1878 et 1879, William Crookes fait des expérimentations sur le passage d'électricité dans des tubes à basse pression. Il aperçoit alors qu'en appliquant une forte tension électrique entre l'anode et la cathode, il obtient un rayon lumineux verdâtre. Par la suite, il découvre que ce rayon lumineux peut être dévié à l'aide d'un aimant, ce qui laisse penser que sa nature est électrique. Mais pour en savoir plus à propos de ce faisceau, il modifie un tube en y incorporant une roue à aube. Le fait que la roue à aube tournait laissait sous-entendre qu'il y avait des particules qui venaient heurter les pales de la roue. Quelques années plus tard, en 1897, Thomson reprend ses travaux en modifiant à nouveau les tubes de Crookes afin de les rendre plus précis. Cela lui permet de calculer que les particules mettant en mouvement la roue ont une taille plus de 1000 fois inférieure à celle d'un atome. De là, il proposera un nouveau modèle pour l'atome, en faisant ainsi une sorte de gâteau fourré. En poursuivant les travaux de Pierre et Marie Curie et de Henri Becquerel sur la radioactivité, grâce à l'impression d'une plaque photographique par de l'uranium, du radon ou du polonium, les Britanniques Rutherford et Soddy comprennent la radioactivité. En effet, elle provient de la transformation d'un atome en un autre par émission de rayonnement gamma et de particules alpha ou bêta. On vient donc ainsi de découvrir que les atomes peuvent être cassés. Entre 1906 et 1908, on découvre que la matière est principalement faite de vide. En effet, 2 élèves de Rutherford bombardent des feuilles d'or avec des protons. La plupart traversent la feuille sans être déviées ou arrêtées, mais celles qui ont été déviées semblent l'être par des particules de même charge. Comme 2 aimants en fait. Exactement. Et c'est de cette expérience que Rutherford va émettre un nouveau modèle de l'atome en 1910. Maintenant, l'atome est une sorte de système solaire où le noyau fait office de soleil et les électrons de planète. Il faudra ensuite attendre 3 ans pour que Niels Bohr revoie le modèle de Rutherford en montrant que les électrons gravitent sur des orbites bien précises. Et la mécanique quantique dans tout ça? Pour la physique quantique, il faudra attendre 12 années pour qu'elle ne vienne changer le modèle de l'atome avec le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui dit que l'on ne peut connaître la vitesse d'un électron si on connaît sa position et inversement. Illustré par le chat de Schrödinger, c'est une expérience de pensée imaginée en 1935 par le scientifique du même nom. On suppose que l'on a mis un chat dans une boîte où l'on avait préalablement installé un dispositif permettant de casser une fiole de poison présente dans celle-ci si un élément radioactif se transformait. Le paradoxe du chat de Schrödinger postule une situation dans laquelle un chat prisonnier à l'intérieur d'une boîte est à la fois mort et vivant. Schrödinger s'est servi de ce paradoxe pour pouvoir tuer des chats impunément. De plus, Schrödinger montrera que l'on ne calcule pas la position précise d'un électron, mais que l'on calcule une probabilité de présence au sein d'une orbitale.